74 000 passages enregistrés en moins d'un mois font soudain vaciller une frontière longtemps figée. Ce chiffre massif, presque brutal, transforme un no man's land poussiéreux en espace mesurable, promettant de l'ordre public tout en exposant la fragilité persistante d'un territoire saturé de risques latents. Que signifie, pour les habitants ordinaires et pour Ibrahim Traoré lui-même, cette densité soudaine de mouvement, là où l'État n'existait autrefois que par des registres envolés et des rumeurs incertaines? Peut-être l'esquisse d'une souveraineté qui cesse d'être proclamée pour commencer à se pratiquer jour après jour. La promesse affichée est volontairement simple, presque technique. Transformer une zone marginalisée en un espace où la frontière devient un service public visible, continu et prévisible. Le bénéfice attendu, formulé en quelques mots clairs, tient dans cette idée précise. Une frontière fiable, utile au quotidien, capable de réduire l'arbitraire et l'incertitude pour ceux qui la traversent. Derrière cette clarté, les enjeux sont lourds et immédiats. Le maintien du dispositif dépend de financements réguliers, d'une pression sécuritaire contenue et d'un environnement régional instable où chaque incident peut fragiliser l'ensemble. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse le seul site de Galguli. Si l'expérience tient dans la durée, elle peut devenir un standard reproductible, une matrice nationale pour d'autres marges du Burkina Faso. À l'inverse, un échec rapide rejoindrait la longue liste des infrastructures sahéliennes promises puis abandonnées. La question centrale est donc posée dès maintenant. Cette frontière peut-elle durer assez longtemps pour prouver qu'un modèle est en train de naître? Plus de 74 000 passages enregistrés en moins d'un mois. Ce volume, inattendu pour une zone longtemps marginalisée, révèle une densité de vie que personne ne pouvait documenter auparavant. Ce chiffre, loin d'être une anomalie statistique, montre qu'un territoire jugé vide était en réalité traversé par des mobilités quotidiennes invisibles, faute d'outils capables de les mesurer. Avant cette bascule, la zone frontalière de Galguli n'était qu'un entre-deux incertain. Les registres papier se perdaient, les patrouilles improvisaient, et l'autorité publique n'apparaissait que de façon intermittente. La frontière n'avait ni contour stable ni fonction reconnue. Elle se réduisait à un vide exploité par trafiquants, migrants et groupes armés. Dans cet espace fragmenté, la peur circulait plus vite que l'information, et la confiance s'érodait au fil des années. Pour les habitants, chaque déplacement relevait d'un calcul risqué, et l'État semblait plus lointain qu'une simple voix entendue à la radio. L'ouverture du poste le 15 juillet 2023 marque alors une rupture nette. Panneaux solaires pour l'énergie et l'eau, scanners biométriques remplaçant les cahiers froissés, transmission directe des données vers Ouagadougou. Le lieu devient un prototype d'état fonctionnel. Cette continuité technique change immédiatement la perception locale. La présence cesse d'être sporadique pour devenir prévisible. C'est précisément ce que Ibrahim Traoré met en avant dans ses prises de parole. La sécurité ne s'importe pas, elle se construit par des gestes répétés et mesurables. En quelques jours, les habitudes basculent. Présenter un document, laisser une trace vérifiable, être reconnu. Ces gestes ordinaires réorganisent les comportements collectifs. Les flux suivent, massifs et continus, confirmant que la frontière n'était pas un désert, mais un carrefour ignoré. Chaque passage enregistré devient une donnée exploitable. Chaque donnée renforce la capacité d'analyse de l'État. Et chaque journée sans incident s'accumule comme une preuve. La question n'est plus de savoir si l'activité existait, mais si ce nouveau cadre peut transformer durablement ce qui n'était autrefois qu'un vide administratif. Dans ce nouveau cadre, les effets les plus visibles ne viennent pas des discours officiels, mais des trajectoires individuelles qui s'ajustent presque immédiatement. À quelques mètres des installations solaires du poste, Bernardette Cambiré, vendeuse de fruits et mère de 4 enfants, installe désormais son étal chaque matin. Son témoignage, sans emphase, résume des années d'invisibilité institutionnelle. Autrefois, l'État n'existait pour elle qu'à travers la radio et des annonces lointaines. Aujourd'hui, la présence est concrète, quotidienne, et suffisamment stable pour modifier ses choix de vie. Autour d'elle, les changements s'additionnent par petites touches. Les enfants jouent près des panneaux solaires, là où la poussière dominait. Les gardes, jadis perçus comme des silhouettes menaçantes, deviennent des repères familiers. La frontière cesse progressivement d'être une zone tampon pour devenir un lieu fréquenté, rythmé par des routines administratives plutôt que par l'inquiétude permanente. Cette transformation n'est pas le résultat d'une campagne de communication, mais de la répétition de gestes simples, saluer, contrôler, revenir le lendemain.
Un second regard, celui d'un ancien officier devenu animateur radio local, éclaire une autre facette du basculement. Quand on sert ici, on est enfin vu, résume-t-il. Dans un territoire habitué à l'effacement, cette reconnaissance modifie les comportements collectifs. Les marchés s'organisent à heure fixe, les trajets se planifient avec moins d'angoisse et les habitants s'approprient un espace autrefois évité. Cette proximité nouvelle rejoint directement la vision défendue par Ibrahim Traoré, une souveraineté vécue dans le quotidien plutôt qu'énoncée comme un principe abstrait. Une infrastructure change surtout la manière d'habiter un lieu. Avant le 15 juillet 2023, 2023, Galguli n'était qu'un point poussiéreux sur une carte imprécise. Aucun système connecté, aucun registre fiable, aucun flux mesuré. La frontière se traversait dans le silence, parfois dans la peur, souvent dans l'improvisation. Les habitants observaient de loin. Les patrouilles passaient sans laisser de traces durables. L'État apparaissait, puis disparaissait. L'activation commence sous un soleil écrasant. Quelques soldats installent dans les barrières. Des techniciens testent les panneaux solaires. Les habitants regardent sans s'approcher. Rien ne laisse présager un basculement. Puis un bruit sec rompt l'immobilité. Le premier clic des scanners biométriques. En quelques heures, les cahiers froissés deviennent inutiles. En quelques jours, les gestes changent. On présente un document, on s'identifie, on laisse une trace vérifiable. Être vu devient une nouveauté administrative. Le flux suit presque immédiatement. Des motos arrivent, des transporteurs franchissent la ligne, des commerçants tirent de leurs charrettes, des familles traversent avec une régularité inattendue. L'OIM commence à comptabiliser. Les chiffres montent vite, très vite. En moins d'un mois, plus de 64 000 mouvements sont enregistrés. Chaque passage produit une donnée. Chaque donnée renforce la présence publique. La frontière cesse d'être une faille. Elle devient un mécanisme. Le climax survient lorsque la rumeur prend de l'avance sur les voyageurs. Dans le Nord, certains groupes armés affirment que le poste n'est qu'une façade technologique étrangère. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure que les panneaux solaires seront sabotés, que les scanners seront détruits, que l'infrastructure ne tiendra pas. La tension remonte jusqu'à Ouagadougou. Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. L'instruction est concise: tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une infrastructure civile appelle une réponse militaire directe, et non l'inverse. Le message officiel est simple. Le Burkina Faso tient sa frontière. Les nuits suivantes deviennent des tests silencieux. Les câbles solaires brillent dans l'obscurité. Les groupes armés observent, évaluent, s'approchent sans attaquer. Chaque matin, le poste rouvre. Les scanners fonctionnent. Les fils se reforment. La stabilité devient un fait. La phase de rémanence s'installe ensuite. Les marchés ouvrent plus tôt, les trajets se régularisent, les commerçantes reviennent, les familles restent. Une microéconomie apparaît autour du poste, portée par des emplois directs et indirects. Les jeunes demandent des formations numériques. Les habitants cessent de considérer la frontière comme une menace latente. Elle devient un espace utile. Chaque journée sans incident n'est plus une routine. C'est une preuve accumulée. Chaque preuve renforce la crédibilité d'un modèle observé bien au-delà de Galguli. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence ne constitue pas une victoire finale, mais un test passé avec constance. La frontière n'a pas cédé. Elle a tenu parce qu'elle a été tenue jour après jour, sans interruption. Avant juillet 2023, le constat est simple et mesurable par son absence même. Aucun système connecté, aucun registre fiable, aucune donnée consolidée pour décrire les flux réels à Galguli. La frontière fonctionnait comme un angle mort administratif. Les déplacements existaient, mais ils ne laissaient aucune trace exploitable. Les, les décisions publiques reposaient sur des impressions fragmentaires, parfois sur des rumeurs, rarement sur des faits stabilisés. La bascule apparaît en moins d'un an. Galguli devient un prototype opérationnel, et le Burkina Faso passe de zéro à plusieurs postes biométriques fonctionnels, avec ce site comme référence initiale. Ce déplacement du centre de gravité est essentiel. La précision ne part plus du cœur administratif, elle émerge des marges. Cette logique correspond exactement à la lecture défendue par Ibrahim Traoré, pour qui la souveraineté commence là où l'État était auparavant invisible. Le premier indicateur massif concerne les flux humains. En moins d'un mois,
Plus de 74 000 passages sont enregistrés dans une zone longtemps considérée comme marginale. Ce volume révèle une activité latente ignorée faute d'outils de mesure. Il montre aussi que les mobilités quotidiennes obéissaient déjà à des schémas réguliers, invisibles, tant que la frontière restait un vide administratif. Chaque enregistrement transforme un passage anonyme en signal structurant. Chaque signal réduit l'arbitraire. Cette substitution des faits aux suppositions change immédiatement la capacité d'analyse des autorités. Le deuxième indicateur touche à la sécurité. Dans la zone sud-ouest, les autorités observent une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés sur la période suivant l'ouverture. Ce chiffre ne traduit pas une disparition totale du risque, mais un effet dissuasif clair lié à une présence visible et continue. Les trafiquants déplacent leurs itinéraires vers des zones moins surveillées, confirmant que la lisibilité constitue une contrainte plus forte que des démonstrations ponctuelles de force. Une frontière prévisible complique les infiltrations et stabilise les comportements. Le troisième indicateur concerne l'économie locale. Plus de 200 emplois directs et indirects émergent autour du poste, générant une microéconomie dans un village presque dépourvu d'activités formelles auparavant. Ce volume reste modeste à l'échelle nationale, mais son impact local est décisif. Transport, restauration, petites réparations, vente de produits frais. Des chaînes d'interaction se mettent en place. La valeur ne réside pas uniquement dans le chiffre brut, mais dans la routine qu'il rend possible. Planifier devient envisageable, rester devient rationnel. Pris ensemble, ces trois mesures dessinent une cohérence structurelle. Quand l'État devient prévisible, les comportements collectifs changent. Les habitants acceptent plus facilement les contrôles parce qu'ils produisent des effets visibles. Les commerçants organisent leurs trajets en fonction d'horaires stables. Les gardes travaillent à partir de données exploitables plutôt que d'intuitions fragiles. Chaque information transmise vers Ouagadougou affine la cartographie des mobilités. Chaque incident évité renforce la légitimité institutionnelle. Ces chiffres ne racontent pas une réussite spectaculaire, mais une transformation mesurable. Ils confirment que la souveraineté, telle que la conçoit Ibrahim Traoré, n'est pas un slogan, mais une accumulation patiente de preuves. À Galgouli, la donnée devient un outil politique discret, capable de rendre durable ce qui était auparavant éphémère. Deux lectures cohérentes s'affrontent autour de l'expérience de Galgouli, chacune portée par des arguments solides et des inquiétudes légitimes. La première y voit une avancée maîtrisée. Pour ses partisans, le poste frontalier démontre qu'un État africain peut moderniser une de ses marges avec ses propres agents, ses propres procédures et une chaîne de commandement clairement nationale. Les données restent au Burkina Faso, les uniformes sont burkinabés et le fonctionnement quotidien ne dépend d'aucune présence opérationnelle étrangère. Dans cette lecture, Galguli incarne la vision défendue par Ibrahim Traoré, reconstruire les bords pour consolider le centre, en partant du terrain plutôt que des déclarations. La seconde lecture, tout aussi structurée, parle de dépendance masquée. Elle rappelle que les financements initiaux proviennent de partenaires internationaux et que sans ces contributions, aucun scanner biométrique ni infrastructure solaire n'aurait vu le jour. Pour ces critiques, la modernité affichée pourrait n'être qu'une façade, un dispositif techniquement importé et donc vulnérable à une forme de tutelle indirecte. Ils redoutent que le poste ne devienne un laboratoire extérieur, où l'on expérimente des solutions sans que les ressorts profonds de la souveraineté appartiennent réellement au pays. La réponse ne tranche pas par principe, mais par observation. Sur le terrain, aucun superviseur étranger n'opère la structure au quotidien. Les agents sont formés localement et la chaîne de décision demeure nationale. Les normes éthiques liées aux données sont certifiées et aucune bannière, autre que celle du Burkina Faso, n'est visible. Surtout, les effets concrets persistent. Une baisse de 37% des incidents signalés, plus de 74 000 passages enregistrés en un mois, plus de 200 emplois créés autour du site. Ces résultats ne relèvent pas d'une vitrine, mais d'une routine qui tient. Ainsi, le Stillman éclaire plus qu'il ne conclut. Les deux lectures coexistent, mais la dynamique réelle montre qu'une autonomie fonctionnelle peut émerger même à partir de ressources extérieures. À Galgouli, la souveraineté ne se proclame pas. Elle se vérifie chaque matin par la continuité du service, un critère central pour Ibrahim Traoré. La question n'est donc plus celle de l'origine des outils, mais de la capacité à les maîtriser durablement. Cette phrase courte marque le point de bascule du récit. Malgré les rumeurs persistantes, les tests discrets de groupes armés et les spéculations relayées jusqu'à Ouagadougou,
le poste de Galgouli n'a interrompu son service aucune journée depuis son ouverture. Chaque matin, les scanners s'allument. Les patrouilles se coordonnent avec le Ghana. Les panneaux solaires assurent l'énergie et l'eau sans rupture. La constance devient un fait observable, non un objectif théorique. Ce maintien obstiné change la lecture régionale. Pour les acteurs locaux, il dissipe l'idée d'une infrastructure éphémère, condamnée à disparaître au premier choc. Pour les autorités voisines, il introduit une référence concrète, un poste civil qui tient par la routine plutôt que par l'exception sécuritaire. À ce stade, Galgouli cesse d'être un test fragile et commence à ressembler à un point d'appui. Pour Ibrahim Traoré, cette endurance constitue une validation intermédiaire. Le symbole n'a pas flanché. Il a résisté aux premières secousses. Ce constat déplace l'échelle du projet. Si un avant-poste marginal peut durer sans interruption, alors une doctrine nationale devient envisageable. La question n'est plus si le modèle fonctionne, mais comment l'étendre sans perdre cette continuité qui fonde sa crédibilité. Les effets de Galguli se lisent désormais à travers des conséquences distinctes selon les acteurs concernés, chacun percevant la frontière non plus comme une abstraction, mais comme une réalité structurante. Pour les autorités nationales, le premier bénéfice est opérationnel. Les données issues des passages enregistrés alimentent une cartographie plus fine des mobilités humaines, permettant d'anticiper plutôt que de réagir. Les décisions sécuritaires s'appuient moins sur des intuitions fragmentaires et davantage sur des tendances observables. Cette capacité nouvelle renforce la crédibilité institutionnelle dans une région longtemps marquée par la défiance. Pour Ibrahim Traoré, cette lisibilité transforme la frontière en outil de gouvernance appliqué, où chaque journée sans incident consolide la légitimité de l'État. Du côté des acteurs économiques, la régularité des flux change la donne. Transporteurs, commerçants et vendeuses de marché peuvent désormais planifier leurs activités en fonction horaires stables et d'une présence sécurisée. L'accès continu à l'électricité et à l'eau assuré par les installations solaires permet d'étendre les heures d'ouverture et de réduire les coûts informels liés à l'incertitude. Cette prévisibilité attire de nouveaux échanges et stabilise des revenus autrefois aléatoires. La frontière devient un point d'organisation plutôt qu'un obstacle. Pour les habitants, l'impact est avant tout social. La peur diffuse qui entourait chaque déplacement recule progressivement. Les enfants jouent près des installations, signe d'une normalisation du lieu. Les familles, les familles choisissent de rester plutôt que de migrer vers des zones perçues comme plus sûres. Les routines quotidiennes se recomposent autour d'un espace redevenu fréquentable. Cette transformation silencieuse modifie la relation à l'État, désormais perçue comme une présence tangible plutôt qu'une entité lointaine. La stabilité n'est pas spectaculaire, mais elle est vécue. À l'échelle du voisinage régional, enfin, Galgouli agit comme un signal. Le Ghana y voit un rempart contre certains trafics transfrontaliers. La Côte d'Ivoire observe un dispositif susceptible d'influencer des routes commerciales secondaires. Plus au nord, au Mali, et au Niger, des responsables évoquent déjà un modèle africain de souveraineté fonctionnelle, capable de stabiliser des marges sans tutelle directe. Cette attention extérieure confère au poste une portée symbolique qui dépasse sa taille réelle. Pris ensemble, ces effets montrent que la frontière produit désormais des comportements nouveaux. Elle organise, filtre et structure au lieu de laisser place à l'arbitraire. Pour Ibrahim Traoré, cette convergence d'impact confirme une intuition centrale. La souveraineté devient crédible lorsqu'elle se manifeste simultanément dans la sécurité, l'économie et la vie quotidienne. La question qui s'impose alors n'est plus celle des résultats immédiats, mais de leur capacité à durer face aux pressions à venir. D'abord, imaginons que la dynamique actuelle se prolonge sans rupture majeure. Le poste de Galgouli poursuit son fonctionnement quotidien avec la même constance observée depuis l'ouverture. Les patrouilles conjointes avec le Ghana se stabilisent, les scanners biométriques restent opérationnels et la maintenance solaire assure la continuité du service. Dans cette trajectoire, l'État consolide progressivement la fiabilité du dispositif sans annoncer d'expansion rapide. La souveraineté progresse par accumulation de preuves, conformément à l'approche pragmatique défendue par Ibrahim Traoré, prouver avant de déployer. Dans une version plus favorable, le modèle pourrait se diffuser de manière maîtrisée. La réussite durable de Galguli inspire l'ouverture progressive de nouveaux postes selon une méthode identique. Énergie solaire, formation locale, transmission numérique,
direct vers Ouagadougou. À l'échelle régionale, certains pays voisins observent l'expérience comme une référence possible pour leur propre marge. Les partenaires internationaux, de leur côté, réorientent leur soutien vers la montée en compétences locales plutôt que vers des dispositifs importés clés en main. Dans cette configuration, le Burkina Faso passe du statut de bénéficiaire à celui de porteur de méthode, renforçant la crédibilité politique de la ligne portée par Ibrahim Traoré. A l'inverse, un événement grave pourrait faire basculer la situation. Une attaque ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques pourrait interrompre la routine qui fonde la confiance actuelle. Une seule nuit de rupture suffirait à relancer les rumeurs, à affaiblir le moral local et à fragiliser l'adhésion des habitants. Les groupes armés, mis sous pression par la fermeture progressive de certaines routes, auraient intérêt à frapper un symbole devenu visible. Le risque principal ne serait pas seulement matériel, mais psychologique. La perte de la croyance que la stabilité peut durer. Entre ces trajectoires, une lecture s'impose. Aucun scénario ne dépend d'un discours, mais de trois variables observables. La continuité du service, la qualité des données transmises et la perception locale de sécurité. La recommandation est donc simple: regardez moins les annonces et davantage la régularité. C'est dans la durée des routines et non dans l'intensité des symboles que se jouera la crédibilité du modèle porté par Ibrahim Traoré. Pour beaucoup d'habitants des zones fragiles, l'expérience de Galguli ressemble à une confirmation rare. Ce qui compte n'est pas la technologie en elle-même, mais la constance. Un poste qui ouvre chaque matin, de l'eau qui coule sans interruption, des contrôles qui suivent des règles prévisibles. Cette régularité permet de planifier des gestes simples: vendre, traverser, rester, là où tout relevait auparavant de l'incertitude. La stabilité n'est pas spectaculaire, mais elle apaise. Et c'est précisément ce que beaucoup recherchent. Du côté des acteurs économiques locaux, Galguli apparaît comme un multiplicateur d'opportunités. La frontière cesse d'être un frein et devient un point d'organisation. Les horaires se fixent, les trajets se rationalisent et les investissements modestes redeviennent envisageables. Cette lecture est profondément pragmatique. Si un service fonctionne réellement, il peut servir de socle à une activité durable. Pour ces acteurs, la question n'est pas idéologique, mais opérationnelle. Et pour un public plus éloigné, parfois extérieur à la région, Galguli vient bousculer certaines représentations. L'idée qu'une modernisation africaine ne pourrait exister qu'à travers une tutelle directe se trouve mise en défaut. Le poste montre qu'une coopération technique peut coexister avec une maîtrise nationale effective, un point régulièrement mis en avant par Ibrahim Traoré dans sa vision de la souveraineté appliquée. Cette combinaison invite à reconsidérer la manière dont les marges sont pensées dans le débat international. Ces trois regards convergent vers une même interrogation: que se passe-t-il lorsqu'un territoire longtemps perçu comme ingouvernable devient simplement prévisible? Galguli ne fournit pas une réponse théorique, mais une expérience concrète. Et c'est cette expérience, partagée à différents niveaux, qui rend le modèle compréhensible bien au-delà de sa localisation. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, une feuille de route précise s'impose. Elle ne vise pas à multiplier les annonces, mais à installer une continuité capable de résister aux saisons, aux tensions et aux rumeurs, un principe régulièrement rappelé par Ibrahim Traoré. Tout d'abord, la maintenance continue doit rester locale. Chaque mois, les équipes techniques doivent contrôler les panneaux solaires, les scanners biométriques et le forage. L'indicateur est volontairement simple: zéro interruption non planifiée. Une présence qui ne faiblit jamais devient un argument politique en soi. Ensuite, la coordination entre le Burkina Faso et le Ghana devient essentielle. Les patrouilles conjointes doivent fonctionner sur la base d'un calendrier partagé et de rapports réguliers sur les flux sensibles. Le critère d'évaluation repose sur la réduction des incidents et la capacité à anticiper plutôt qu'à subir. Puis, il s'agit de dupliquer progressivement le modèle. L'extension vers d'autres points frontaliers doit suivre exactement la même méthode que Galguli. Énergie solaire, formation locale, transmission numérique directe vers Ouagadougou. Le rythme doit rester prudent, afin de préserver la qualité plutôt que la vitesse. Vient après cela la nécessité d'un audit régulier et d'une transparence assumée. Des rapports trimestriels publiés avec des partenaires techniques doivent garantir la protection des données et une tolérance zéro pour les abus. La confiance publique dépend d'une visibilité régulière sur les règles du jeu. Enfin, le suivi communautaire doit accompagner le dispositif.
Un comité local réunissant commerçants, femmes et leaders sociaux doit mesurer la perception de sécurité et l'accès aux services. Si les habitants s'approprient le poste, la stabilité devient durable. En combinant ces étapes, la frontière cesse d'être une ligne abstraite. Elle devient un mécanisme vivant, aligné avec la vision pragmatique de Ibrahim Traoré. Une souveraineté qui se construit par des gestes répétés, mesurés et tenus dans le temps. En fin de journée, lorsque Bernardette Cambiré replie son étal de fruits, le même bourdonnement léger des panneaux solaires traverse encore l'air. Ce son discret, devenu familier, accompagne désormais des gestes ordinaires qui n'avaient rien d'évident autrefois. L'eau coule sans interruption, le marché ferme à heure fixe. Les gardes saluent d'un signe simple. Rien de spectaculaire, mais tout est différent. Pour Bernardette, l'État n'est plus une voix lointaine entendue à la radio. Il se manifeste dans la régularité d'un service, dans la prévisibilité d'un lieu où l'on peut rester sans craindre une rupture soudaine. Cette expérience intime résume ce que les discours peinent souvent à traduire. La transformation ne se mesure pas seulement en infrastructure ou en statistiques, mais dans la disparition progressive de la peur. Cette scène ordinaire reflète la vision portée par Ibrahim Traoré depuis le début de son action publique. Une souveraineté qui ne s'impose pas par des symboles éclatants, mais par la stabilité de gestes répétés, jour après jour. À Galguli, cette constance devient un récit partagé, une preuve silencieuse que la marge peut redevenir habitable. La frontière, longtemps perçue comme une faille, se transforme alors en point d'ancrage. Non parce qu'elle impressionne, mais parce qu'elle tient. La stabilité naît de ceux qui restent. Au-delà de Galguli, cette histoire invite à déplacer le regard. Elle montre qu'une frontière, souvent réduite à une ligne de séparation, peut devenir un service, un espace de routine partagé et un point d'équilibre pour des communautés longtemps reléguées à la marge. Ce renversement discret ne repose ni sur des slogans, ni sur des annonces spectaculaires, mais sur la continuité d'un fonctionnement quotidien observable par tous. Pour celles et ceux qui suivent les dynamiques africaines, le cas de Galguli offre une grille de lecture différente. Il suggère que la stabilité peut émerger là où l'on s'y attend le moins, à condition que les marges soient pensées comme des fondations plutôt que comme des périphéries sacrifiées. Cette approche, régulièrement évoquée par Ibrahim Traoré, replace la souveraineté dans le champ du vécu plutôt que dans celui de l'abstraction. La question posée n'est donc pas seulement burkinabé, elle concerne la manière dont chaque société regarde ses propres zones oubliées. Les considère-t-on comme des lisières lointaines ou comme des espaces capables de soutenir l'ensemble lorsqu'ils deviennent prévisibles et habitables? Si ce récit éclaire votre réflexion, le dialogue peut se poursuivre. Partager, commenter ou interroger ces expériences locales contribue à leur donner une portée plus large. Les histoires gagnent en force lorsqu'elles circulent, et les transitions durables commencent souvent par une question bien posée.